Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je retrouve avec plaisir notre invité à l'honneur, donc Jérôme Charlet, qui est libraire à Montfort, pour ceux qui connaissent, qui est venu nous dispenser son conseil de lecture de la semaine, qui s'appelle La Route bleue, du poète écossais Kenneth White. Bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie. Et bonjour à tous. Oui. Alors, pour mettre un petit peu en texte, je dirais, ce que l'on disait depuis le début de la semaine, le côté simplicité, le côté humilité de l'auteur, il a... Son texte, ce récit de voyage, est construit sous forme de petits paragraphes, avec à chaque fois comme un thème en fait, et il y en a un dans son livre où on abordait, vous parliez de son humour, et dans celui-ci qui s'appelle, c'est le petit paragraphe qui concerne Carcajou. Donc voilà, Carcajou, donc on dit qui est, c'est le blaireau, mais c'est aussi le farceur qui court, bondit à travers le monde, toujours en vadrouille, toujours dans le pétrin, mais débrouillard en diable. Et ensuite il dit, donc Carcajou, c'est bien lui, pétant sans vergogne, comme en son habitude, prout prout, prout prout, le voilà tout feu tout flamme, la vie même, prout prout, prout prout. Voilà. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Et ce qui est... très abordable. Ce qui est totalement abordable. Et ce qui est très très bien justement avec Kenneth White, c'est que il s'agit de littérature, il s'agit de poésie, mais il ne se refuse rien. C'est-à-dire que on n'est pas dans une vision de la poésie où il y a des choses qui ne sont pas assez bien pour rentrer dans la poésie. Ce n'est pas très académique. Voilà. Et il accepte de mettre en place aussi bien la beauté du soleil que le carcajou qui pète, quoi. Voilà. Et ça fait partie de la même manière du monde. Et on est vraiment... C'est ce carcajou, que ce soit justement cet individu farceur ou cet animal, il fait partie du monde. Ce qu'il fait, c'est mondain, c'est du monde. Donc, il fait partie du grand tout. Il fait partie du grand tout, et le grand tout, c'est pas seulement les petites cuillères en argent pour prendre le thé. C'est vraiment tout. Et donc, son écriture est comme ça aussi. Disons qu'il a sa place comme le reste, quoi. Il a sa place comme le reste, il ne vaut ni plus ni moins. Voilà. Et c'est ça aussi qui est extrêmement intéressante chez Kenneth White, c'est que c'est la place de l'homme dans le monde. C'est-à-dire que de la même manière qu'en littérature, on peut justement parler du carcajou, de la même manière, l'homme dans le monde n'est rien d'autre que l'homme. Ni plus ni moins. Et il n'est pas, comme on peut lire chez Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Il est dans la nature. Voilà. Et ce que l'homme fait dans la nature, c'est aussi bien les choses très bien vues et les choses pas très bien vues, ça vaut la même chose. C'est peut-être en ça aussi qu'il se retrouve un peu en harmonie avec les Indiens. Comme il dit, les Indiennes s'accordent avec la nature. Ils ne cherchent pas à la maîtriser, ils ne cherchent pas à la modeler. Eux, ils sont avec elle, ils vivent en harmonie avec elle. Tout à fait. Et lui est pareil, en fait. Et lui est pareil. On sent que ça lui correspond, enfin que c'est... ça fait partie de ses valeurs. Ça fait partie de ses valeurs, et ce sont ces valeurs-là qui l'ont touché dans certains textes celtes anciens,
C'est ce qui le touche aussi dans certains textes japonais ou chinois, de certains poètes chinois taoïstes. Ces cultures ancestrales, en fait. Ces cultures ancestrales aussi. Et cette manière de les vivre de manière actuelle. C'est... là, on a un carcajou qui pète, mais chez un autre haïkiste qui s'appelle Issa, on a, il est en plein, il vient de neiger, il est sorti en pleine nuit parce qu'il avait envie de pisser, et le lendemain matin, il voit dans la neige le trou fait par son pipi. Voilà. Et c'est son haïku, et celui-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de mauvais sujet ou de bon sujet. Il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Il y a juste les choses qui sont peuvent la nature peut faire partie de la littérature, parce que la littérature, là aussi, n'a pas de grand L. La poésie n'est pas écrite avec un grand P. C'est-à-dire que c'est un mode d'expression de l'homme. C'est une nécessité pour l'homme d'écrire et de raconter et de faire de la poésie. Eh ben, il aborde tout. Pourquoi se penser supérieur ou se penser... ou se mettre des barrières, oui, quoi. Oui. Il y a cette phrase de Jean Cocteau qui me fait toujours rire, qui dit « L'homme devrait se demander qui suis-je et se répondre rien, mais il se demande qui suis-je et se répond un homme formidable qui a découvert qu'il n'était rien. » Et Kenneth White n'a pas justement cette vision de... il sait que nous sommes de passage, il sait que nous sommes juste une partie de la nature. Il faut l'accepter, il ne faut pas se dévaloriser. L'idée n'est pas non plus de dire la nature serait mieux sans l'homme, faisons un suicide collectif et ce sera mieux pour la nature. Non, l'homme est là, au milieu de la nature, et bien vivons dedans. D'ailleurs, en parlant de ces références, d'ailleurs, il le met dans son livre, il fait une référence au livre des morts des Tibétains, oui. Avec le grand voyage. On a l'impression que plus on avance dans le livre, quand même, plus il y a un dépouillement, plus il va... comme le dit Valérie, plus on va à l'extrême nord de l'humain, et il va à l'essentiel. C'est comme s'il dépoussière ses concepts, il dépoussière tout ce qu'il a pu apprendre durant son enfance et sa formation universitaire. Comme vous disiez, il dépoussière, mais on a l'impression aussi que c'est lui qui le dépoussière, quoi. Comme s'il allait jusqu'à son extrême nord à lui, pour aller jusqu'à l'essentiel, à l'âme, parce qu'il va même jusqu'à parler d'âme, et donc il fait référence au bardo, là, ce voyage que fait l'âme pour rentrer chez elle. Voilà, plus on va quand même, et plus ce voyage l'a aussi dépoussiéré lui-même, quoi. Oui, mais en fait... Il se dépouille, enfin on a l'impression c'est un vrai dépouillement. Voilà, c'est un vrai dépouillement, un vrai dépoussiérage, mais c'est, vous disiez, il dépoussière ses concepts, mais il se dépoussière lui-même aussi. Mais en fait, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire que tous ces concepts, toute cette construction, c'était lui. Et le fait de tout dépoussiérer, ça l'allège aussi. Et on est vraiment sur ce parcours vers le monde blanc, qui est encore une fois un thème extrêmement important chez Kenneth White. On est à la fois dans les signes sauvages, où il monte vers les îles de plus en plus au nord au Japon, dans cette route bleue, où il va vers le Labrador de plus en plus loin, donc où il y a de plus en plus de neige, etc., mais aussi de plus en plus de dépouillement. C'est vraiment ce chemin-là qui l'intéresse. Vraiment, il passe de l'autre côté pour en revenir différent.
C'est ce qu'on disait, disait hier ou avant-hier de Ikkyu, c'est-à-dire c'est ça. Ce moine bouddhiste qui a eu l'illumination dans la forêt, c'était ça aussi. C'est-à-dire que, ou quand on parlait de Rilke, c'est ça aussi. C'est-à-dire que on se dépouille le plus possible de nos mots, de nos concepts, de tout ça. On arrive dans ce champ ouvert absolu, et quand on en revient, on est forcément différent. On est forcément différent, et nos mots ont un autre sens, notre manière de vivre est différente. Et c'est ce chemin-là que Kenneth White montre, et montre encore dans les différents récits de voyage qu'il a pu faire. Et c'est ça qui est dit dans sa poésie, et c'est ça qui est dit aussi dans ses essais. On est vraiment sur la découverte du monde blanc, c'est-à-dire de la pureté, la pureté, mais là aussi pas la pureté avec un grand P, c'est-à-dire juste la pureté, le pur dépouillement. Oui, c'est ça. On le sent, enfin, je veux dire, tout au long de ce livre, ce voyage qu'il fait et qu'on fait avec lui, parce qu'on a vraiment l'impression d'être son compagnon de voyage. Il voyage léger. Oui, on peut le dire. Il voyage léger. C'est vrai, au fil comme ça de la route, c'est déjà physiquement, il ne s'est pas encombré. C'est vrai qu'il est arrivé avec tous ces concepts, comme on disait, mais prêt déjà à s'alléger, puisque physiquement, il est déjà bien dépouillé. Et il va jusqu'au bout, quoi, pour se dépouiller aussi intellectuellement. Et faire l'expérience du monde. C'est vraiment ça. C'est en ça que... il s'inscrit dans toute cette tradition-là d'ermite voyageur, en fait. C'est-à-dire que faire l'expérience du monde dans ce qu'il est, sans lui apposer quelque lourdeur que ce soit, quoi. Est-ce que ce récit de voyage, qui peut être vu un petit peu comme un parcours initiatique, est-ce que c'est propre à la Route Bleue, ou bien est-ce que tous ces récits de voyage sont un petit peu comme ça, des parcours initiatiques avec de plus en plus de dépoussiérage? En fait, c'est sur le principe, on est toujours un peu sur les mêmes choses, mais comme on est chez Kenneth White sur le concept de géopoétique, l'idée, c'est aussi que ce dépouillement soit en accord avec l'esprit des lieux. Donc ce sera un dépouillement différent à chaque fois. Voilà. C'est-à-dire qu'il va chercher au Labrador, avec la Route Bleue, l'esprit de ce lieu-là. Pour lui, il n'y a pas un esprit du monde tel que un esprit de la nature avec un grand N. Voilà. Il y a... À tel endroit, on a une manière de vivre la nature. À tel endroit, il y en a une autre manière de vivre la nature. Il y a des similitudes. Et se confronter à toutes ces différences, faire preuve de ce nomadisme intellectuel est important pour lui. Mais c'est lié à un contexte à chaque fois. C'est lié à un contexte à chaque fois. Vous voyez, donc là, on a c'est le livre américain, voilà, nord-américain. Il y a un livre sur le Japon, il y a un livre où il est en Asie du Sud-Est, il y a différents endroits. Il y a même un livre où il est en Bretagne, qui est la maison des confins, si je me souviens bien, où justement il parle de l'endroit où il vit et qui lui permet aussi ça. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ce voyage-là, ça peut être aussi chez lui. En fait, c'est juste une manière à chaque fois de dépoussiérer ses concepts, ses théories qu'il a pu absorber durant sa formation ou ses
ces lectures d'enfants, c'est juste un dépoussiérage à chaque fois, une confrontation à une réalité, quoi. Il y a un concept, un gros mot comme ça je vais utiliser, un concept de Gilles Deleuze, qui est une personne... Alors, le rapport de Kenneth White à Gilles Deleuze est extrêmement bien mis en place dans un texte de Kenneth White qui s'appelle Dialogue avec Deleuze, où il montre très précisément, c'est un essai, donc, où il montre très précisément les points d'achoppement, etc., et les points de divergence. Mais il y a un concept de Deleuze qui peut bien coller ici, c'est ce qu'on appelle la déterritorialisation. Oui. Voilà, n'est-ce pas? Et donc, c'est-à-dire, c'est prendre des concepts qui sont dans un champ intellectuel, les enlever de ce territoire-là et de les mettre dans un autre territoire pour voir comment ils fonctionnent. Et il y a un peu de ça, en fait, dans les récits de voyage de Kenneth White, c'est-à-dire qu'il a, avec lui, tous les concepts, tous les éléments qui l'ont formé jusqu'à maintenant. Et du coup, il les prend, il les met ailleurs pour voir comment ils tiennent, comment ils vivent. Est-ce que du coup, ça éclaire le monde? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce qu'on peut les comprendre? Est-ce qu'elles éclairent la situation de manière différente? Ou est-ce que, à l'inverse, la situation va les amener à évoluer? Donc c'est vraiment, l'idée c'est de se confronter à de l'ailleurs pour pouvoir continuer à avancer. L'idée c'est vraiment, vous parliez de dépoussiérage, et c'est non seulement de se dépoussiérer, mais aussi de ne pas tomber dans... de se réempoussiérer ailleurs, quoi. Voilà. C'est, encore une fois, c'est Jean Cocteau qui disait « Il n'y a rien de pire que les conservateurs des vieilles anarchies ». Et c'est ça. Et les personnes qui ont un jour dépoussiéré se sont découverts quelque part et maintenant sont les gardiens du temple, quoi. Prêts à reprendre la poussière. Après, à reprendre la poussière. Et Kenneth White, c'est l'inverse de ça. Il est toujours en mouvement. Donc, vous l'avez bien compris, La Route bleue est un vrai coup de cœur. Il faut vraiment le lire. Il faut vraiment le lire. Donc, on laisse place à un petit peu de lecture, hein, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve demain pour notre dernière journée de la semaine. À demain. À demain. Kenneth White, La Route bleue. Le Saint-Laurent brillait d'un vert intense ce matin-là, et il y avait une pointe de gel dans l'air. On imaginait de souples castors à l'œuvre dans les rivières et des troupeaux de caribous martelant leurs pistes à travers la terre sans arbres. Je suivais l'avenue Brochu en direction de la réserve. Il fut un temps où ils étaient éparpillés à travers tout le nord-est de l'Amérique, suivant les pistes du caribou, trappant le castor. Ils se donnaient le nom algonquin d'Inuits, les êtres humains. Quand les explorateurs français arrivèrent au golfe du Saint-Laurent au XVIe siècle, ils les appelèrent les montagnais. Ce sont des hommes de belle taille, mais indomptés. Ils portent une touffe de cheveux au sommet de la tête, liée comme une poignée d'herbe, y plantant à travers quelques plumes d'oiseaux, une arête de poisson ou même un morceau de bois. Ils sont vêtus de peau de bête et se teignent le visage. En été, ils restaient sur la côte pour jouir des brises fraîches, mais dès que septembre se montrait sur les feuilles, ils montaient sur le plateau du Labrador pour la saison de la chasse. Tout aurait été parfait s'ils avaient pu continuer à migrer ainsi, de la côte au plateau, du plateau à la côte, selon le rythme qui était le leur. Mais les missionnaires n'appréciaient pas cela, car un nomade, ces vampires le savaient bien, ne se laisse pas aussi facilement convertir qu'un homme installé. Il me semble que l'on ne doit pas espérer grand-chose des sauvages tant qu'ils sont errants. Il me semble que les nations qui ont une demeure stable se convertiront aisément, disait le jésuite le jeune en 1634. Brisez le rythme vital et vous briserez l'esprit. Prenez un esprit sans rythme vital, il croira n'importe quoi. Quand les boutiques commencèrent à s'installer aux mêmes endroits que les missions, les Inuits furent sédentarisés, ce fut le commencement de la fin.
La dernière place que leur assignait l'histoire était la réserve, où l'Indien pourrait bercer sa nostalgie néolithique et confesser ses péchés tout neufs. La réserve de cette île est un fouillis de baraques construites sur la rive sableuse du fleuve. Un petit vent s'est levé et de légères volutes de sable virevoltent à travers la rue. On dirait une ville fantôme. Un tronc d'arbre blanchi, don du fleuve, a été dressé en guise de totem. Il serait aisé d'y voir le symbole d'une culture morte. Mais il en émane une force étrange. En passant près du totem, je vois une boutique d'artisanat indien. Mais la porte est fermée et il semble n'y avoir personne. Il est peut-être trop tôt dans la journée ou trop tard dans la saison. Je jette un coup d'œil par la petite fenêtre et, une fois que mes yeux se sont habitués à l'obscurité, je distingue 2 affiches. L'une d'elles est le portrait bien connu de Nuage Rouge, accompagné de cette citation « La terre et moi ne faisons qu'un ». L'autre représente une scène de la crucifixion et porte la devise « Tous unis en Jésus ». Je continue à marcher le long de la rangée de baraques jusqu'à une autre boutique d'artisanat indien. Celle-ci est ouverte. Et c'est là que je fais la connaissance de Thibault Latuile. Court et trapu, il a la quarantaine, Thibault. Un embonpoint naissant et le visage rond et hilar. Au moment où j'entre, il travaille à une paire de mocassins. Et la cabane est remplie d'une odeur de potané, une bonne odeur riche, âcre, un mélange de fumée et de miel. Et les mocassins aussi sont beaux, en peau de caribou jaune pâle ombré de brun. Non, les Indiens ne portent plus de mocassins. Ils portent des chaussures de tennis. Mais il en vend beaucoup l'été à des Américains et à des Français. Les derniers touristes français sont passés juste la semaine dernière. Un jeune couple, ils étaient smart. Ils avaient un peu d'herbe sur eux et il était allé fumer avec eux sur la plage. Les Indiens fument beaucoup, dit-il. Il adore ça. Mais on dit que ça fait perdre la mémoire, que ça détruit les cellules du cerveau. Il fait de jolies petites pipes pour fumer l'herbe. Est-ce que j'en voudrais une ? Non, il n'a jamais pris de trucs durs, pas comme certains. Quoiqu'une fois, à Birsimis, son meilleur copain, son choum, avait mis un peu de speed dans sa bière. Il s'était senti très mal, gonflé jusqu'à 2 fois sa grosseur, comme une montagne. C'était horrible. On ne l'y reprendrait plus. Oui, il est né là-bas, à Birsimis. Il est venu ici parce qu'il croyait qu'il y aurait plus de travail. Il est instruit, il est allé à l'école jusqu'au certificat d'études. Et un Indien de Birsimis est plus malin qu'un Indien de cette île. Il avait trouvé du travail à Shefferville, aux mines de fer, enrôlé comme magasinier à cause de son instruction. Mais quand il s'est présenté au chantier, le contremaître lui dit « Ok, pogne la pelle ». Il dit non, aussi sec. Le contremaître, il dit « Qui est le foreman ici ?» Thibault, il répond « Qui a été pris comme storeman ?» Il a fini par l'avoir, le boulot de magasinier. Mais ça ne lui plaisait pas. Alors il a tout plaqué. Il est revenu à cette île et a ouvert sa boutique d'artisanat. Il n'a de compte à rendre à personne, sauf à sa femme, c'est elle qui décore les mocassins. Il s'intéresse aux affaires indiennes et aimerait se faire élire au conseil de bande, le conseil de la tribu. Il est allé à une réunion un jour pour se soulager le cœur. On l'a écouté, la joue dans la main. À la fin, ils ont dit que ça avait dû lui faire du bien de parler. « Mouais, j'ai dit, je ne suis pas venu ici pour enregistrer un disque. » Il est contre la séparation du Québec. L'agent fédéral et son choum. Ils boivent de la bière ensemble et un jour il lui a dit « T'es pas plus intelligent que moi. » « J'aime deviser, dit-il encore. Oui, il est chrétien, fidèle catholique, mais il n'aime pas ce qu'on a fait à la messe. Avant, c'était émouvant, ça m'exaltait, et il était souvent au bord des larmes. Mais la nouvelle formule ne lui fait aucun effet. Il se surprend souvent en train de penser à une femme.
Et c'est pas à la Vierge Marie. À propos de femmes, peut-être que j'aimerais venir en face, faire la connaissance de la sienne et boire une bière. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.